Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission Le monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi, politiste et professeur émérite à Sciences Po. Que nous réserve l'année 2025 sur la scène internationale? Cette année qui débutera tambour battant avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain apporte une flopée d'interrogations sur le paysage géopolitique mondial qui reste marqué par des défis colossaux entre les prémices d'une guerre commerciale que Trump déclare déjà dans la rhétorique, la guerre en Ukraine qui continue d'inquiéter l'Europe, le Moyen-Orient et Gaza en particulier, où un génocide est de plus en plus pointé du doigt, mais aussi les tensions croissantes entre l'Occident nostalgique d'une hégémonie révolue et un Sud global désireux de changer la donne. Quels bouleversements géopolitiques nous attendent à l'aube de cette nouvelle année? On essaye tout de suite d'y voir plus clair avec Bertrand Badi. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, je le disais dans mon introduction, Donald Trump qui sera investi le 20 janvier prochain, et avec lui, c'est aussi le retour de la fameuse guerre commerciale pour faire cesser ce qu'il appelle l'invasion migratoire et aussi le déplacement des drogues aux États-Unis. Il menace d'imposer de fortes taxes douanières sur toutes les importations de plusieurs pays, dont le Mexique, la Chine évidemment, le Canada, qu'il menace même de transformer en 51e État des États-Unis. C'est un retour tonitruant de Donald Trump qui ne surprend finalement pas quand on connaît le personnage. Alors, les paroles ne surprennent pas, la rhétorique ne surprenne pas. C'est un homme de rhétorique. Il faut voir que Trump est quelqu'un qui a pour principale compétence de savoir dire aux uns et aux autres ce qu'ils attendent et ce qu'ils aiment entendre. Donc effectivement, le gouvernement par la parole, on pourrait inventer un mot, ça vaudrait le coup même de parler de rétirocratie ou de parlocratie, je ne sais quoi. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît bien et qui remonte même au premier mandat. Maintenant, est-ce que ça fait une politique étrangère ? Et je crois que le paradoxe, c'est que Trump n'a pas de politique étrangère dans sa serviette. Ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que la conversion de la parole aux actes est quelque chose qui est encore obscur, et d'autre part que ce qui va marquer le second mandat de Trump, ça sera l'incertitude. Il suffit de se rappeler, rappelle-toi, au premier mandat, cette rencontre surprise qui a été d'ailleurs une double rencontre surprise avec Kim Jong-un. Il faut nord-coréen. Voilà, il faut se souvenir aussi de toute une série de menaces en chaîne, et tout ceci débouchant sur finalement une très faible réorientation des États-Unis. On sortait à l'époque de la présidence d'Obama, dont on pouvait considérer qu'elle était tout le contraire. On n'a pas assisté entre 2016, 2017 exactement, et 2021 à une nouvelle ère dans la politique étrangère des États-Unis. Je ne sais pas, et je ne pense pas même, que ce nouveau mandat va donner lieu à une nouvelle politique étrangère. Il y aura des coups de menton, il y aura des coups de gueule, il y aura des effets de démonstration, des effets ostentatoires, il y aura probablement des maladresses, parce que quand on se fie à son menton, eh bien, on commet des maladresses, des gaffes, des erreurs, comme il en avait fait, par exemple, lors de son premier mandat, quand il avait déchiré le traité JPOC, c'est-à-dire celui du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien. Ça a eu des conséquences négatives incalculables, mais ça ne s'inscrivait pas pour autant dans une politique étrangère cohérente. Là, la cohérence de la politique étrangère, on l'attend toujours, et si on se fie à ce qui a été dit pendant sa campagne électorale, on est très peu renseigné, puisqu'il nous annonçait qu'il allait mettre fin à la guerre russo-ukrainienne en 24 heures. Ça, plus personne n'y croit. Et il avait annoncé par ailleurs que s'il avait été président, il n'y aurait jamais eu de conflit au Proche-Orient, ce qui est ahurissant. On reparlera du Proche-Orient et de l'Ukraine.
j'aimerais quand même qu'on pousse la réflexion, parce qu'au-delà des menaces, Donald Trump, c'est quelqu'un qui porte une politique assez protectionniste face à cette superpuissance américaine qui menace à tour de bras de tordre le bras à tout le monde, si je me permets la répétition. Est-ce qu'il y a vraiment possibilité pour l'Europe, par exemple, de faire le poids? Christine Lagarde, qui dirige la Banque centrale européenne, qui conseille aux Européens d'éviter toute mesure de rétorsion commerciale vis-à-vis des États-Unis si Donald Trump surtaxait les produits importés par les Européens. Elle plaide en faveur de négociations, d'apaiser, de calmer le jeu pour les Européens et même d'acheter plus de produits américains. C'est ce qui nous attend en 2025. Est-ce que l'Europe va finalement être à genoux face au puissant oncle Sam? Alors, tu as raison de dire que le protectionnisme est une des colonnes de cette préfabrication d'une politique étrangère. C'est vrai, on peut ajouter le souverainisme, on peut ajouter l'identitarisme qui va jusqu'à une forme de suprémacisme. Tout ça est vrai. Tout ça aura nécessairement une traduction. Je ne nie pas ça. Ce que je dis, c'est que je vois mal dans quelle politique étrangère globale ça peut s'insérer, parce que avoir des gestes protectionnistes ou des gestes identitaires est une chose, que ça débouche sur une politique étrangère cohérente, c'est-à-dire une gestion de la mondialisation, c'est autre chose. Mais effectivement, vu ce qu'il est, vu ce qu'il a dit, vu ce qu'il a promis, il va falloir s'attendre à des gestes spectaculaires en matière protectionniste d'abord, en matière migratoire ensuite. En matière protectionniste, effectivement, on pense à la Chine, mais je ne pense pas que la Chine sera sa principale cible, parce que l'économie américaine dépend beaucoup de l'économie chinoise. C'est-à-dire que s'il y a une véritable bataille tarifaire entre Washington et Pékin, le renchérissement des biens fort nombreux qui viennent de Chine vers les États-Unis risque de créer une crise dans la consommation du public américain. Donc, il y aura des choses, je pense que l'homme sera relativement prudent, ou on lui conseillera d'être prudent. Avec l'Europe, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la grande difficulté pour l'Europe, c'est que les États-Unis risquent moins en surtaxant les produits européens qu'en surtaxant les produits chinois. Ça paraît paradoxal, parce qu'après tout, les Européens sont des alliés, mais c'est ainsi que l'on voit que la capacité de perturbation de l'économie mondiale par une tension forte entre la Chine et les États-Unis est bien supérieure à la capacité de perturbation de l'économie mondiale et de l'économie américaine par une surtaxation des produits européens. C'est la raison pour laquelle il va falloir être très vigilant. D'autre part, on sait que l'Europe n'est pas unanime sur les principaux sujets qui l'intéressent, que là, il y a des différences entre l'Allemagne, entre la France, entre les pays d'Europe centrale ou Europe orientale. Donc, il risque d'y avoir là quelques nuages dans le ciel européen. Ce ne sera pas la première fois, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier de très près. Alors, l'un des nuages concernera évidemment l'Ukraine. Le retour de Trump, tu le disais déjà, c'est le sort de l'Ukraine qui peut se jouer ou ne pas se jouer. En tout cas, il avait promis de régler le conflit en 24 heures. On a compris que tu n'y croyais pas beaucoup. Le 21 janvier, la guerre en Ukraine ne sera pas terminée selon toi? Non, évidemment non. C'est un slogan électoral. Arrêter la guerre en 24 heures, c'est un slogan électoral. C'est-à-dire, même Dieu le Père ne le pourrait pas. Hein. Mais en fait, il y a derrière cette question quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus lourd qu'on ne veut pas voir. Il y a une part d'impuissance des puissances. C'est-à-dire... il est terminé ce temps où un coup de téléphone entre le président des États-Unis
et le locataire du Kremlin réglait les problèmes. Ça, c'est terminé. Vladimir Poutine a accepté, a du moins parlé d'une rencontre potentielle avec Donald Trump. Il est ouvert à la discussion. Oui, enfin, entre rencontres potentielles et régler le problème, il y a une marge. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est-à-dire, regardons l'histoire récente et l'histoire plus lointaine. Comparons-les. Autrefois, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y avait un conflit, il se terminait par des négociations, et ces négociations produisaient un traité de paix qui aboutissait notamment, mais pas seulement, à une rectification des frontières et à une redistribution territoriale. Depuis 1945, ça n'existe plus. On ne connaît pas, pourtant il y a eu depuis 1945 500 guerres dans le monde, 500 guerres. Et pratiquement aucune d'entre elles n'a pu prendre fin sous l'effet d'une négociation aboutissant à un traité en bonne et due forme. Et je dirais que depuis 1945, on n'assiste plus à ces accords qui étaient chroniques autrefois de rectification des frontières et de redistribution des territoires. Quand il y a des conquêtes depuis 1945, celles-ci ne sont jamais officialisées par des traités. Lorsque la Turquie a occupé Chypre Nord, personne n'a reconnu cette occupation territoriale, cette annexion ou la création de cette république turque de Chypre Nord. Quand l'OTAN a créé le Kosovo n'a jamais été admis aux Nations Unies. Et on pourrait ainsi continuer. C'est fini ce temps-là. Nous sommes entrés dans une autre séquence de l'histoire où, je dirais, la transaction territoriale n'a plus l'effet pacificateur qu'elle pouvait avoir autrefois. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la paix suppose aujourd'hui des négociations globales, c'est-à-dire au-delà du contentieux territorial russo-ukrainien, il y a un problème global de la sécurité en Europe sur lequel il faudra effectivement un jour provoquer une grande conférence, un peu à l'image de ce qu'était la conférence d'Helsinki. Et puis ça veut dire une deuxième chose, je dirais à plus court terme. À plus court terme, ce qui est possible, ce que je souhaite, parce que ça fera des économies de vie humaine, c'est un gel. Et le terme commence à être employé. Là, il est intéressant parce qu'il est de l'ordre du possible. C'est-à-dire geler le front tel qu'il existe aujourd'hui sans que ce gel implique reconnaissance d'une cession de territoire. Avec l'idée, d'ailleurs Zelensky l'a lui-même explicité, qu'il y aura temps ensuite pour une négociation, peut-être sous-entendait-il justement cette négociation globale qui permettra de régler le contentieux. Mais croire que l'on va pouvoir se mettre à table, qu'il y a un face-à-face entre Zelensky et Poutine, aboutisse, crayon à la main, une rectification des frontières entre la Russie et l'Ukraine et que ceci mettra un terme à la guerre, c'est des rêves, je dirais, de nostalgiques des temps anciens. Ça, c'est pas possible. En tout cas, on assiste un petit peu à une situation paradoxale. C'est que on a à la fois le ton qui monte sur l'aspect militaire. On a entendu parler de cette nouvelle génération de missiles russes qui est inquiétant. L'Ukraine qui va frapper un haut gradé russe au cœur de Moscou. Et en même temps, on sent que le ton au niveau de l'État, enfin l'exécutif ukrainien a changé et qu'on n'est plus prêt à aller à la guerre à tout prix, à continuer la guerre à tout prix. On sait aussi que dans le futur cabinet de Donald Trump, il y a des personnalités qui sont assez critiques vis-à-vis de l'Ukraine, Tulsi Gabbard pour ne pas le citer, et aussi que les Trumpistes ont bloqué pendant longtemps une aide américaine de 60 milliards à l'Ukraine. Est-ce qu'à minima, la logique du America First poussera Trump à revoir l'engagement des États-Unis auprès de l'Ukraine et à laisser les Européens se débrouiller, quoi, en quelque sorte. Il y a plusieurs éléments dans tout cela. Le premier élément, c'est qu'il faut être complet dans le bilan de cette fin d'année 2024. Et si effectivement l'Ukraine donne des signes évidents, sinon d'épuisement, en tous les cas de grande fatigue et d'incapacité de procéder à cette contre-offensive dont on parlait tant il y a encore quelques mois, il faut admettre qu'il en est de même côté russe.
C'est-à-dire, on a un peu tendance à passer sous silence l'épuisement russe. Il ne faut quand même pas oublier que depuis le début de cette guerre, 24 février 2022, on compte 700 000 morts ou blessés ou disparus dans les rangs russes, ce qui est absolument énorme. Une économie qui, d'économie normale, banale, s'est transformée en économie de guerre au prix de sacrifices énormes pour la population, une régression dans le pouvoir d'achat des Russes, une situation tragique sur le plan financier. Le rouble est en train de s'écrouler. On voit bien aussi qu'il y a une fatigue militaire en Russie, des désertions, des fuites, des exils vers la Géorgie, vers la Mongolie même, et quantité. Et pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas aussi pire qu'on s'attendait, parce que cette chute et cet effondrement russe était prédit par certains officiels occidentaux bien avant 2025, bien avant 2024 oui, alors, même. L'erreur des observateurs occidentaux, c'était de penser que les sanctions occidentales allaient créer un effet, je dirais, coup de massue. C'est-à-dire que la Russie s'écroulerait. La Russie a eu l'habileté, Poutine et ses hommes ont eu l'habileté de contourner ces sanctions occidentales, ce qui a limité les dégâts, mais n'a pas supprimé l'effet. Et il faut voir effectivement que Poutine est face à un dilemme qui est un dilemme tragique, qui est soit on continue et on risque l'épuisement, et au-delà des réserves nord-coréennes, il n'y en a plus beaucoup, faut bien voir, ou alors, si on transige, on risque l'humiliation, c'est-à-dire de montrer que la puissance russe n'est pas ce que l'on pensait, ce que l'on pouvait espérer côté Moscou. Donc, effectivement, le jeu russe consiste à casser ce dilemme, c'est-à-dire une sortie honorable. Le gel, c'est une sortie honorable. Parce que c'est dire, vous voyez, on contrôle ces oblasts qui réclamaient leur rattachement à la Russie. Bon, tout ça est un peu arrangé, mais ça sera facile ainsi à exposer au public. Et pour autant, Zelensky pourra dire, oui, mais c'est pas parce qu'il y a gel ou armistice que nous cédons ces territoires. Nous considérons qu'ils sont partie intégrante de l'Ukraine, comme il n'a cessé de le dire, et ses prédécesseurs le disaient, à propos de la Crimée annexée en 2014. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, il y a effectivement, et c'est là que je reviens à mon idée de politique étrangère, une politique étrangère, c'est une politique publique qui veut affirmer une cohérence. Quelle sera la cohérence d'une politique trumpienne qui consistera à encourager ce gel ? C'est difficile à dire. Alors, il y a un premier élément de cohérence, je pense que c'est ça qui sera mis en avant, c'est de dire, voyez, les États-Unis sont capables de définir un ordre et de l'imposer aux partenaires qui se font face et qui se font la guerre. C'est nous qui avons arrêté la guerre. Et comme cet homme, dans ses délires, veut à tout prix avoir le prix Nobel de la paix, il se présentera ainsi comme grand serviteur de la paix. Mais ça ne fait pas une politique étrangère. Tu as mentionné le fameux slogan qui structure le Trumpisme, qui est « Make America Great Again »,« America First », ces deux slogans. Alors, effectivement, le problème, c'est comment on peut composer ces deux slogans en politique étrangère. L'idée, me semble-t-il, et c'est une idée qui n'est pas seulement trumpienne, qui vient de loin, qui était déjà chez Obama, c'est de dire un grand leader, c'est celui qui arrange les choses, je dirais, de loin. C'est ce que Obama lui-même appelait « leadership from behind », c'est-à-dire on ne se mouille pas question d'envoyer les boys, mais on est assez fort pour imposer la paix, le mot d'ailleurs est de Trump lui-même, et pour le faire de l'extérieur. Bon, maintenant, ce n'est qu'une moitié de politique étrangère de dire ça. C'est bien comme expression
d'une réalisation ponctuelle, mais comment la faire durer ? C'est-à-dire, à partir du moment où les États-Unis prennent l'initiative de ce gel, de cet armistice, quoi, en quelque sorte, comment va-t-il le faire respecter ? Et là, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand on obtient un résultat, on est vraiment gagnant que si on arrive à assurer persistance à ce résultat. Donc ça impliquera une double mobilisation des États-Unis, militaire, à travers un effet dissuasif, et politico-diplomatique pour convaincre les protagonistes de ne pas reprendre le combat. Bon, et là se pose immédiatement la question de la survie de l'OTAN, c'est-à-dire dans cette vision des choses, est-ce que l'on peut en même temps déclarer que l'OTAN, ça ne sert plus à rien et effectivement, il faut dissoudre l'OTAN. Si on se présente comme garant d'une paix restaurée, est-ce qu'on peut crédibiliser cette garantie si on n'a plus cet instrument militaire, je dirais en même temps dissuasif et éventuellement interventionniste que constitue l'OTAN. Donc on voit que tout ça est très brouillé. J'ajoute un tout dernier point, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'une guerre commerciale avec l'Europe. Est-ce qu'on peut mener une guerre commerciale à l'Europe et demander à l'Europe de tenir un rôle plus important, voire essentiel, premier, dans la garantie de ce gel et de la pérennité de ce gel? Tout ça, c'est des questions auxquelles il n'y a pas de réponse pour l'instant. Puis, comme toujours, n'oublions jamais les humains, n'oublions jamais les peuples. Et le peuple ukrainien, ça existe, hein, c'est des êtres humains comme les autres. Qui sont lassés aussi par cette guerre. Qui sont lassés, mais de la Russie, qui ont aussi leurs attentes. Qui ont aussi leurs attentes. Et moi, je suis surpris de voir comment les commentateurs, que ce soit sur l'Ukraine ou sur la Syrie, c'est la même chose, oublient les peuples, oublient les humains, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils craignent. Et là, c'est encore un autre chapitre, mais alors là, on ne sait rien. Alors, parmi les arcs de crise à suivre en 2025, il y a bien sûr le Proche-Orient, le Moyen-Orient et Gaza en particulier. 1 an et 3 mois après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui avait coûté la vie à 1200 personnes, le bilan des opérations militaires israéliennes à Gaza est plus que macabre. Officiellement, 45 000 morts et plus de 105 000 blessés, mais peut-être beaucoup plus encore, 100 000 à 200 000 personnes en considérant les disparus. Un carnage, en tout cas, au moins un nettoyage ethnique ou un génocide de toute évidence qui commence à être dénoncé de toutes parts. L'ONU, Amnesty, Human Rights Watch, Médecins sans frontières. Et pourtant, les bombardements israéliens restent imperturbables. Bertrand, une nouvelle fois, rien n'arrêtera Netanyahou en 2025 ? Je pense qu'il a un logiciel que nul ne peut arrêter. Pourquoi ? Parce que le logiciel de Netanyahou, on en a déjà parlé derrière ce micro, le logiciel de Netanyahou, c'est que seule la force peut résoudre les problèmes. Or, l'histoire post-1945, je ne pense pas de ce qui s'est passé avant, montre qu'un peuple qui veut s'émanciper, se libérer pour acquérir ses droits, ne peut jamais être vaincu par l'effet de puissance. Ça n'a pas existé depuis 1945. Autrefois, oui, les Indiens d'Amérique en sont un tragique exemple. Mais depuis 1945, compte tenu de ce qu'est le système international, de ce qu'il est devenu, il n'y a pas d'exemple. Et ceci est tout aussi valable pour les Kanaks et encore bien d'autres peuples encore asservis. Ce n'est plus possible. Alors, l'équation, elle est effrayante, l'équation israélienne. Elle est effrayante parce qu'elle consiste à dire, pour ma sécurité, j'utilise la force. Si la force ne suffit pas, j'utiliserai un peu plus la force. Et si ça ne suffit pas encore, j'en utiliserai davantage. C'est-à-dire, on est dans une spirale de la violence et de la coercition dont on sait par avance que ça ne peut pas aboutir à une solution. Donc, il y a de quoi être inquiet. Que se passe-t-il
lorsque un acteur fait violence et qu'il est intimement persuadé qu'il n'y a pas d'autre choix pour lui que d'aller dans la surenchère de violence. C'est exactement cela. Avec cette circonstance aggravante, je dirais hallucinante aujourd'hui, c'est que personne ne réagit. Personne ne réagit. Et que pire encore, le leader, je mets bien des guillemets, du monde libre, les États-Unis, la nation la plus puissante du monde, qui ne bouge pas d'un iota son soutien vis-à-vis d'Israël, et ça ne risque pas de changer avec Donald Trump. Qui continue à armer Israël. Les fameuses démocraties occidentales, je dis fameuses parce qu'elles se réclament de leur étiquette démocratique et d'état de droit tous les jours, font preuve d'une indifférence qui est contraire à leur nature, justement, de démocratie et d'état de droit, que les gouvernements arabes sont pratiquement dans la même posture, et que la Russie également. On n'a pas vu la Russie lever un petit doigt depuis octobre 2023 pour protéger Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et les victimes du Liban, et même maintenant les quelques victimes syriennes qui commencent à apparaître sous les quelques 500 attaques que Israël a lancées contre la Nouvelle-Syrie. Encore moins la Chine, les contre-pouvoirs mondiaux sont impuissants. Voilà. Alors, il reste quand même la pression populaire. Il ne reste que ça. Alors, que ça a un petit goût méprisant, mais je ne voudrais pas que ce soit compris comme ça. Quand je dis il ne reste que ça veut dire qu'il faut aller chercher dans l'énergie sociale des peuples quelque chose qui permettrait de compenser l'indifférence cynique des États. Alors, le problème, c'est que les peuples ont probablement plus de ressorts de solidarité. On voit d'ailleurs que dans l'opinion, la cause palestinienne monte très vite. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes ressources. Et donc, comme ils n'ont pas la même ressource, la pression de l'opinion publique internationale sera probablement de plus en plus forte, mais va mettre beaucoup de temps à atteindre les résultats que l'on peut escompter. Et donc, on voit les jours tragiques qui s'annoncent devant nous. Parce qu'on ne peut pas non plus totalement réduire à néant l'impact de l'horreur. Je sais que c'est un terme forcément, enfin l'émotion, c'est un terme qui ne revient pas toujours dans le langage diplomatique, mais l'horreur finira-t-elle par tout surplanter ? Puisque là, on a affaire, on le dit souvent, au premier génocide relayé quasiment en temps réel par les réseaux sociaux. Tout le monde est choqué par les images de corps d'enfants ou de charniers au milieu des flammes des bombardements israéliens. Est-ce qu'au final, l'émotion que génère ce massacre au vu et au su de tous finira par tout stopper ? Alors, il y a quand même plusieurs choses qui peuvent peut-être tempérer cette vision lugubre que nous présentons à nos amis. Premier élément, on hésite de moins en moins à employer le terme de génocide. Rappelle-toi, automne 2023, encore choqué par ce qui passait le 7 octobre, nul n'osait encore prononcer ce terme à propos des populations gazaouis. Au fil de l'année 2024, cet usage s'est banalisé. D'abord parce que la Cour internationale de justice a parlé de risque génocidaire, parce que la rapporteure des Nations Unies, Madame Albanese, en a parlé explicitement, et les Nations Unies, c'est pas n'importe quoi, pardon, parce que les ONG, les unes après les autres, en parlent, et il y a là une première fenêtre. C'est-à-dire, je constate que paradoxalement, ce droit international oublié, cette juridicisation des relations internationales à laquelle on ne croyait plus, fait en quelque sorte son retour.
C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de droit international. On n'a jamais autant parlé du rôle de la Cour internationale de justice, même si elle est lente dans son fonctionnement, et de la Cour pénale internationale, notamment depuis qu'elle a délivré ses mandats d'arrêt contre... Voilà. Et donc, de plus en plus, on a du mal à cacher ce que sont les ressorts du droit. Alors, ne nous faisons pas d'illusions. Nous savons que les princes de ce monde, et surtout ces leaders de grandes puissances, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Russie, même de la Chine, ou qu'il s'agisse d'Israël, se moquent du droit international. On pourrait donner des dizaines et des dizaines d'exemples où ce droit international a été méprisé. Mais ce que je constate, c'est qu'il est de plus en plus présent dans le langage, parce qu'il est de plus en plus difficile de nier que des éléments ultra sensibles du droit international, comme l'idée de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, sont de plus en plus évidents. Donc, il y a ce retour du droit. La question que je pose, c'est combien de temps les États de droit, c'est-à-dire des États qui ne vivent que sur la réputation d'être les grands serviteurs du droit, pourront ainsi se moquer du droit international. Il y a peut-être là une petite fenêtre. Et puis il y a une deuxième fenêtre, hélas à plus long terme, mais pour laquelle je plaide depuis mon livre sur l'art de la paix, c'est de dire, mais tout ceci finit par être incroyablement coûteux, y compris, on n'en parle pas beaucoup, pour l'économie israélienne, qui souffre énormément de toutes ces initiatives abracadabrantes qui ont été prises contre Gaza, contre la Cisjordanie, contre Jérusalem-Est, contre le Liban, contre la Syrie, contre le Yémen. Maintenant, je veux dire, on ne voit pas, je parlais tout à l'heure de l'épuisement de l'économie russe, on ne voit pas aussi l'épuisement de l'économie israélienne. Alors, elle est tenue à bout de bras par les États-Unis, mais est-ce que ça suffira éternellement ? C'est aussi une question qu'il convient de se poser. Tout cela ramène à cette thèse pour laquelle je me bats depuis longtemps. Autrefois, la guerre, ça rapportait. C'est tragique, cynique, insupportable de dire ça, mais ça marchait, ça marchait. Les États réglaient leurs problèmes par la guerre et ça fonctionnait. Aujourd'hui, la guerre est de plus en plus destructrice et coûteuse et elle ne rapporte rien. Quel confort ces attaques génocidaires contre le peuple palestinien ont pu apporter à Israël depuis octobre 2023 ? Rien. Au contraire, l'État d'Israël risque de glisser vers le statut d'État paria, ce qui risque de lui coûter cher. L'opinion publique internationale se détourne de plus en plus. L'économie est en train de s'écrouler. La société souffre notamment au travers de la question des otages qui ne sont toujours pas de retour chez eux. Donc, il faut aussi voir que cette spirale apparemment sans lendemain, dont je parlais tout à l'heure, se développe. À mesure qu'elle se développe, elle ne porte pas de résultats, elle ne porte pas de fruits. Est-ce que cette émergence du combat des Palestiniens, ou du moins du soutien aux Palestiniens au sein des opinions internationales, des opinions publiques surtout, n'est pas aussi le reflet d'une certaine victoire à suivre aussi pour l'année 2025 de ce qu'on appelle le Sud global? Je pose la question parce que ce combat des Palestiniens a remis un petit peu la lumière aussi sur d'autres combats, d'autres guerres, d'autres conflits dans le monde. On pense au Congo, à la RDC, à la guerre à l'est de la RDC. On pense au Soudan, on pense à Haïti, aux violences qui s'y déroulent notamment. Est-ce que ce n'est pas l'heure pour les conflits moins médiatisés, des conflits qui étaient portés par ce qu'on appelle le Sud global, d'avoir aussi leur un peu de lumière, un peu de considération de la part du monde? Ah mais tout à fait. Le Sud global est en train, sinon de gagner, mais en tous les cas de gagner des positions
de l'importance un statut dans le jeu international dans un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est que les vieilles puissances ne veulent pas en entendre parler et réagissent au quart de tour en disant bah, ça n'existe pas, donc passez votre chemin et parlons d'autre chose. Et l'autre paradoxe, c'est qu'effectivement, ce Sud global est marqué par une hétérogénéité que nul ne peut contester. Enfin, il n'y a rien de commun entre la République du Tchad et l'Inde, la Chine, ou je ne sais quel autre, l'Indonésie, ou même l'Afrique du Sud, par exemple. Donc ça, c'est un double paradoxe. Premièrement, non, vous n'existez pas. Et deuxièmement, même si vous existez, vous êtes fait de briques et de broc, donc ça ne compte pas. Mais on oublie l'essentiel. Et c'est cet essentiel qui est en train de se jouer aujourd'hui. Cet essentiel, c'est un sentiment communément partagé, je dirais, de Pékin à Conakry, de N'Djamena jusqu'à Jakarta, qu'on est marginalisé, on est méprisé, alors que l'on est majoritaire dans la population et que, globalement, on tient les ficelles d'une économie dont les plus vieilles puissances dépendent de plus en plus. Donc, lorsque l'on assiste à des cancers comme ce conflit israélo-palestinien, que voit-on ? Eh bien, un sentiment d'empathie, un sentiment de commune appartenance, un sentiment effectivement d'avoir à éprouver chez soi des conflits dont les racines se trouvent dans le dysfonctionnement du système international. Et donc, on est de plus en plus de facto au centre du jeu international. C'est d'ailleurs l'Afrique du Sud qui a porté l'affaire israélo-palestinienne auprès de la CIJ. Absolument. Et c'est aussi les peuples qui en sont les relais. C'est-à-dire, même si vous avez dans ce Sud global des États qui se sont liés les mains, par exemple, avec des accords dits d'Abraham, les peuples, eux, s'identifient de plus en plus à cette conflictualité nouvelle, parce que ces peuples ne peuvent pas rester indifférents aux souffrances que tu décrivais tout à l'heure. Le phénomène d'empathie sociale, c'est devenu un des ressorts les plus actifs et les plus déterminants du jeu international aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à hier, et c'est pour ça que je dis que depuis 1945, tout a changé, tout le monde voit tout le monde. Il n'y a plus de souffrance secrète. Et donc, tout le monde a tendance à s'identifier à la souffrance de l'autre, et cela crée des paramètres nouveaux du jeu international face auxquels les vieilles alliances n'ont plus beaucoup d'efficacité. Eh bien, merci beaucoup Bertrand pour ce décryptage et cet exercice de prospective en quelque sorte de l'année en termes de crise internationale de l'année 2025 à venir. Merci à vous d'avoir regardé Le Monde n'a pas de centre, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et le canal 165 de la Freebox, de la chaîne YouTube du média. N'oubliez pas de soutenir notre campagne de dons de fin d'année qui sont défiscalisables grâce à votre soutien. Nous avons déjà recueilli un peu plus de 141 000 euros. Merci à vous. On continue de se mobiliser pour faire vivre votre média. Rendez-vous sur lemediatv.fr. Bonne suite de programme sur le média.